Et là, comme je l'avais dit en début, suivez très bien ce problème-là, parce que ça va choquer beaucoup de personnes, et ça risque d'être un peu long. Le problème Djoula en Côte d'Ivoire. On va vous parler du problème Djoula en Côte d'Ivoire. Et là, je vais parler dans un français simple, souvent même décousu, pour qu'on se comprenne bien bien. Tantôt on attend que les Djoulas sont des étrangers, tantôt ils sont des envahisseurs, tantôt ils sont des assaillants. Il y a problème en tout cas. Donc il faut qu'on parle du problème des Djoulas en Côte d'Ivoire. Suite à une publication parlant du fait que les Ivoiriens, pardon, que les historiens n'ont jamais intentionnellement mentionné les Djoulas comme ethnie à part entière de la Côte d'Ivoire, j'aimerais dire ce que je sais de par mon vécu. La personne qui parle dans cet article dit qu'elle va nous donner ses impressions. Parce qu'après une discussion, mais pendant une discussion, il y a certains enfants du nord de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle abusivement les Djoulas, les nordistes, qui disent que les historiens qui ont écrit les livres de la Côte d'Ivoire, ils ont fait ça intentionnellement pour ne pas mettre les Djoulas comme une ethnie en Côte d'Ivoire. Il dit, lui, il va nous parler de lui, son expérience et de ce que lui, il a vécu. Donc, on va l'écouter. Eh ben, si bien sûr, les Djoulas sont bel et bien mentionnés, et l'ont toujours été. Il dit, vrai là, si quelqu'un dit que les Djoulas ne sont pas mentionnés comme une ethnie de la Côte d'Ivoire, tu mens. Il dit, lui, qui nous parle en fonction de son expérience, lui, il sait très bien que les Djoulas sont mentionnés parmi les ethnies de la Côte d'Ivoire. Mais voyez-vous, la politique est très cruelle et dangereuse. Il dit, mais malgré qu'il dise ça, il dit, c'est pas parce qu'il a dit que les Djoulas font partie des ethnies de la Côte d'Ivoire que tout est beau et que tout est fini. Il dit, il y a quelque chose qui est très cruel et très dangereuse, la politique. Et il s'explique. Dans mon enfance, à l'école primaire, nous étudions les empires de la boucle du Niger. Et on terminait par les royaumes ayant existé sur l'actuel territoire de la Côte d'Ivoire. Kong était étudié ainsi que le Krendiabo. Le royaume Baoulé avec l'histoire de la reine Ablapoku. Le royaume Bron avec Anengra. Et le royaume de Bouna était juste cité. L'étude du royaume de Kong ne faisait pas plus de 2 séances. Si mes souvenirs sont bons, et on parlait des Djoulas qui avaient fondé le royaume de Kong. C'était d'ailleurs l'une des dernières leçons d'histoire. Il dit, quand on a pris la politique, qu'on a mélangé avec l'histoire, quand bien même qu'on ait parlé de l'existence des Djoulas en Côte d'Ivoire, très tôt les historiens ont politisé le sujet, ils en ont fait un sujet politique, de sorte qu'on ne parlait pas trop des populations du nord de la Côte d'Ivoire, surtout les Djoulas, et on mettait ça parmi les derniers coups, parce que vers la fin de l'année, on allait vous parler du royaume de Krendiabo, on allait vous parler du royaume Baoulé, on allait vous parler de certains royaumes. Mais le dernier cours, ou les derniers cours là, quand on sait qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne vont pas étudier ça, on mettait donc les royaumes de Kong, etc., pour que dans beaucoup d'écoles, on dit, ah, l'année a déjà fini, donc on n'a pas pu étudier. Et donc c'était fait politiquement, pour ne pas qu'on parle du nord de la Côte d'Ivoire. Et je me souviens personnellement, je crois que c'est pas dans l'ancienne île, on parlait des envahisseurs. Et c'était choquant. Mais à partir des années 1995,
Kong a été retiré du programme scolaire. Mais pire, à partir de 1995, retenez bien la date, hein? 93, Félix Houphouët-Boigny meurt. Nous sommes dans le régime d'Henri Konan Bédié. Retenez bien la date. Non seulement, avant 1995, les gens ont rusé avec l'histoire d'une certaine partie de la population ivoirienne en ne les enseignant pas. Mais, progressivement, on va les retirer même du programme officiel. Et donc, il dit ici, au moment où Bédié était en plein dans sa guerre contre le président Ouattara, ils vont demander à ce que le royaume de Kong, qui était régulièrement inscrit dans les livres, soit retiré des manuels scolaires. Et ça, c'est un fait que tout le monde connaît. Vous savez que c'est la période de l'ivoirité. Et le début de la guerre entre Bédié et Ouattara. Il était difficile pour certains d'accepter que Alassane Ouattara soit Djoula et qu'on dise qu'il n'est pas ivoirien. Et donc Bédié va utiliser l'arme politique pour saccager l'histoire et retirer l'étude déjà pas assez suffisante sur le royaume de Kong pour le faire disparaître des manuels, pour justifier la politique de l'ivoirité. Comment Ouattara peut-il être de Kong et en même temps dire qu'il n'est pas ivoirien? Et donc il fallait utiliser la politique pour effacer des pages de l'histoire. Il fallait donc faire de l'ethnie Djoula une ethnie apatride. Il fallait donc effacer la mémoire collective de l'existence de ces peuples-là en Côte d'Ivoire et se dire que ce sont des peuples qui n'ont pas de pays et donc qui ne méritent pas d'être là. La force du Nord, résidant dans cette presque unité linguistique et voire même culturelle, il fallait bien briser cela. Parce que quand on parle de Djoula, tous ceux qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, quel que soit ce qu'on dira, Sénoufo, tout ce que vous direz, ils ont une force, c'est qu'ils se voient comme d'abord un peuple. Et il y a une unité culturelle et linguistique. Quand vous prenez par exemple les gens d'Odiéné, leurs alliés sont les Sénoufos. Il n'y a rien qui peut opposer un Odienéka à un Sénoufo. Donc là, n'allez pas dire que, comme peut-être le roi du printemps parle Sénoufo, et que Mère Blanc parle Koyaka, qu'un jour vous allez les voir en train de s'attaquer. C'est pas possible. Et donc, au-delà de la linguistique, la culture les réunit. Et l'histoire les réunit. Comment briser donc ce mur pour arriver à isoler Ouattara? Et c'était le combat de Bédié. Et M. Bédié va écrire un livre, Les chemins de sa vie, où il traite les peuples du nord de la Côte d'Ivoire sans distinction d'hommes faits pour être des esclaves éternels, des kangas, des faire-valoir. Et donc, tous ceux qui sont proches du président Ouattara, c'est-à-dire les Malinqués, qui étaient surtout solidaires du président Ouattara, il faut les frapper tous avec le même bâton. Comme on le dit, quand tu frappes un cadavre devant les vivants, tout le monde va dire, mais éclaireur fou de quelqu'un qui prend chicote et puis chicote cadavre. Est-ce qu'il peut laisser les vivants? Donc Bédié, à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, s'est donné pour mission de corriger les gens du Nord, de leur donner une leçon qu'ils ne vont pas oublier. Parce qu'Alassane Ouattara, selon lui, représentait une menace à son pouvoir.
Et donc, Bédié va s'attaquer globalement au nord, mais spécifiquement à la communauté malinké. Pourquoi les Malinké soutiennent le président Ouattara? La raison pourtant elle était simple. La mère du président Ouattara est malinké. C'est comme si on reproche aujourd'hui au BT de soutenir Laurent Gbagbo. Marguerite Gado est BT. Et pourquoi pas même amener les Malinké à rejeter aussi le Djoula? Et donc si on s'attaque aux Malinké, eux vont être découragés. Et ils vont dire, ah, vous les Djoulaba là, ou bien c'est comme ça là, nous on ne peut pas nous mouiller pour vous. Ah, nous les Koya là, nous on ne peut pas. Nous les Maoka là, nous on ne peut pas. Mais ils vont aller encore plus loin. Sachant bien que cela n'était pas gagné puisque Djoula et Malinké disent tous Unko. Ils se disent, ici si on veut faire une distinction, ça ne marchera pas. Ils font donc appel à leurs historiens qui rentrent dans les laboratoires pour dire non. En réalité, il n'y a pas une grande différence linguistique entre les Malinké et les Djoula. Parce que la base de leur langue, quand ils disent je dis, ils disent Unko. Et donc, ça sera difficile. Ça ne rentrera pas dans leur tête. C'est là vous avez vu toutes sortes d'intellectuels mercenaires venus justifier l'ignoble, venus justifier l'inhumanité. Ils disent non, comme ça ne marche pas. Vous savez ce qu'on va faire? Voici comment les politiciens vont essayer de créer la division au nord en rabâchant les oreilles aux frères Sénoufo afin qu'ils marquent leur totale différence d'avec les Djoula et les Malinké. Et donc, comme entre le Sénoufo et le Malinké, en tout cas, c'est deux langues complètement différentes, ils vont donc se dire, pour arriver à casser le mur qui est là, cherchons d'abord à opposer les Sénoufo et les Malinké. Quand on va réussir à démontrer que ce sont les Sénoufo qui sont ivoiriens, on va isoler les Malinké et on va les mater avec les Djoula. Mais dans cette politique-là, il y a un petit problème que les gens ne voient pas toujours. Qui connaît celui qui a maté les velléités de Krabé Niagbé? Qui connaît la personne qui a maté les velléités de Krabé Niagbé? Qui connaît le nom de la personne? Il s'appelle Kone Wasena. Kone Wasena est Sénoufo. Et donc on rentre avec ces langages pour dire, voyez-vous, qui a fait au fouet? C'est pas vous les Sénoufo là, c'est pas ici on a fait ça. Les mêmes arguments qu'on vous donne ici pour démontrer que le PDCI là, c'est le Nord qui a fait le PDCI là. Ils ont pris ces mêmes arguments pour rentrer à Korogo. Mais le PDCI là, c'est vous les gens, c'est vous les Sénoufo qui avez fait le PDCI. Est-ce qu'on entendait parler des Malinké? Est-ce que c'était comme ça? Derrière même là, qui a maté Krabé Niagbé pour donner au fouet? Est-ce que c'est pas Wasena? Donc vous les Sénoufo là, vous êtes ivoiriens. Mais les Malinké avec les Djoula là, eux ils ne sont pas ivoiriens. Là quand c'est comme ça, les Sénoufo, eux vont se dire, ah, comme déjà les autres savent que nous on est ivoiriens, pourquoi nous on va se battre pour nous ajouter à ceux on dit qu'ils ne sont pas ivoiriens? On a essayé même de leur faire croire qu'ils étaient les seuls vrais Ivoiriens du Nord. Et donc, à partir de quelques exemples que je viens de vous donner, ils vont essayer de convaincre les Sénoufo que dans tout le nord de la Côte d'Ivoire, là, si on dit à quelqu'un qui est Ivoirien, là, c'est seulement les Sénoufo. Et donc, si les Sénoufo acceptent ça, eux vont être Ivoiriens. Et maintenant, on va dire aux Sénoufo maintenant d'aller combattre les Malinké et les Djoula. Vous remarquerez que les autres frères de la Côte d'Ivoire font tout pour les mélanger dans les débats. Et à cette époque-là, vous allez voir, avec l'aide des personnes comme Fologo,
comme l'ancien patron de Move, M. Kone, originaire de Bundiali, et bien d'autres, avec les Kassoum Koulibaly, s'appuyant surtout sur les sénoufos chrétiens, le retour aux sources a été prôné, au point même d'amener plusieurs à changer de nom. Comme Soro qui devient Solo, le journaliste à la radio Côte d'Ivoire en son temps. Et pire, d'abandonner la religion musulmane. Pour eux, cela émanait de la colonisation djoula. On veut encore dire à nos parents, c'est nous faux. Hey, abandonnez l'islam. Parce que ce sont les djoulas qui vous ont colonisé. Allez aux sources, etc., etc. Il y a eu beaucoup d'incidents. En même temps, il faut reconnaître que le sénoufo chrétien ne peut en aucune manière se sentir djoula. L'aspect religieux a tellement pénétré la culture djoula que pour celui qui est chrétien, cela devient quasi impossible de se sentir djoula. Bon, changer de nom de famille et récupérer les noms originaux n'a rien de mauvais. Moi-même, je porte un Djamou qui n'est pas le mien et je voulais bien récupérer celui de mes ancêtres. Mais bon, on verra. Mais à faire croire que la religion musulmane leur a été imposée par les djoulas, comme si le djoula lui-même était le créateur de la religion musulmane. On a fait croire que c'était Samori Touré le coupable. Mais là aussi, je ne suis pas très convaincu. Mais continuons. C'est un autre débat. L'islam est rentré en Afrique de deux manières. Les Almourabitoun, qu'on appelle les Almouravides en français, ça a été même la seule manière qui a été efficace. Parce que les premières colonnes des musulmans qui sont venus en Afrique, ils se sont très vite retournés. Ils ont fait 900, presque 1000 ans en Espagne, à Cordoba. Mais les premiers détachements qui sont venus là, les premières armées africaines qu'ils ont vues, ils ont détalé. Et donc, comment les djoulas auraient pu imposer l'islam? En l'espace de 15 ans, les dégâts furent énormes. Aujourd'hui, tu ne peux convaincre un jeune de 25 voire 30 ans que le djoula est une ethnie. Imaginez-vous le nombre de générations passées par le primaire en cette période. Les autres, plus âgés, le disent, c'est de la mauvaise foi. Ils n'ont rien retenu de leur parcours scolaire primaire en histoire. Et donc, à un moment, ils vont aller pour dire, ah non, djoula même, c'est pas ethnie. Djoula même, c'est pas ethnie. C'est faux. Il y a une ethnie, on les appelle les djoulabas. Ça ne veut pas seulement dire commerçant. C'est leur ethnie même qui est djoulaba. Comme dans Malinké, il y a Sénoufo, il y a Koulongo, Bété. Oui, eux-mêmes, là, ils sont djoulaba. Mais à un moment, ils vont encore rentrer dans la manipulation. Ah non, djoula, ça ne veut rien dire. Ça veut dire commerçant, mais tout le monde peut être commerçant. Tu peux être Bété, tu es commerçant, donc tu es djoula. Hey, tout ça là, c'est mensonge, c'est manipulation. Je viens de vous expliquer plusieurs stratégies. Comment ils ont voulu prendre les Sénoufos pour combattre le Nord. Comment ils ont voulu prendre les djoulas pour combattre les Malinké pour combattre les djoulas. Et comment on a voulu faire disparaître dans les livres l'existence même des peuples du Nord. Il n'y a que depuis 2014 que Kong est de retour dans les programmes scolaires du primaire. Depuis 1995, c'est en 2014 que l'enseignement de l'Empire de Kong là, va revenir dans les livres scolaires en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, certains enseignants boycottent et ne l'enseignent pas. En plus, nos gouvernants ne font aucun effort pour mettre en place un livre dans lequel on peut avoir des images et une leçon complète sur Kong. C'est vraiment dommage que le djoula n'est Dieu que pour l'argent. Ils sont au pouvoir, mais ne se rendent pas compte
que sur le plan sociétal, ils ont échoué à faire comprendre pourquoi il y a eu la rébellion dans ce pays. Et ça, c'est très important. Depuis le 11 avril 2011, c'est le président Ouattara qui est au pouvoir. C'est seulement 3 ans après sa présence au pouvoir, après 1995, qu'on enseigne l'histoire de ses ancêtres. Mais aujourd'hui, beaucoup parmi eux sont aveuglés par la vie facile du pouvoir. Beaucoup ont oublié qu'il y a eu une guerre ici parce que lui, M. Ouattara, avait été traité de sous-homme, avait été traité de quelqu'un qui ne mérite même pas le premier diplôme qu'on appelle l'extrait de naissance. Un diplôme qui n'a pour mérite que d'avoir été né. Le seul mérite de l'extrait de naissance, là, il faut naître. Mais lui, on lui a nié ça. Et quand on se bat ici pour dire qu'il n'y a pas de justice là, on ne fait pas justice face aux malfaiteurs, mais on ne se fait pas justice face à l'histoire. Et on ne fait pas le devoir de mémoire. Et on ne se souvient pas des malheurs d'où nous sommes quittés. On dit d'avancer seulement. C'est vous qui pardonnez tout. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'argent. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la vie facile. Mais est-ce que les sources du même problème ne sont pas là? Le 19 septembre 2002, est-ce que les mêmes ingrédients de la division du peuple ne sont pas là? Mais après plus de 14 ans de pouvoir, est-ce que vous-même les Djoula et les gens du Nord en général, est-ce que vous êtes fiers que votre dignité est revenue à 100%? Est-ce que demain vous ne craignez pas ? Est-ce que vous ne craignez pas demain, l'après Ouattara? Est-ce que chacun de vous, quand vous vous asseyez dans vos maisons, quand vous regardez de 2011, après que Gbagbo ait perdu le pouvoir, qu'est-ce qui a véritablement changé dans la posture de ceux qui ont représenté l'ivoirité et tous les excès que cela a comporté? Est-ce que vous voyez un changement? Et donc là, en fonction de la réponse que toi-même tu vas te donner là, c'est quel monde tu laisses à ton enfant ou à tes enfants? Est-ce que tu as suffisamment exigé la justice? Est-ce que tu as suffisamment exigé le devoir de mémoire? Est-ce que tu as suffisamment été conscient de toi-même pour que les mêmes erreurs du passé ne se répètent pas? Vous êtes tous contents aujourd'hui. Ouattara a fait pont, il a fait route. Mais il a fait ces routes, ces ponts-là, pour que vous, vos enfants puissent vivre une vie digne demain. Mais est-ce que vous, en tant que peuple, et vous, en tant que les dirigeants Djoula actuellement, est-ce que vous vous battez pour que votre peuple ait toute sa dignité parmi les peuples de la Côte d'Ivoire, pour que demain, vos enfants et vos arrière-petits-enfants n'aient plus à reprendre le même combat? En vérité, toute personne qui réfléchit, c'est que vous vous êtes trompé grandement sur ce champ de ce combat-là. Vous avez raté un discours, un rendez-vous historique. Vous avez le pouvoir, mais vous n'avez rien fait pour corriger la situation. Ayons le courage de dire la vérité. Et en plus, nos gouvernants, je vais parler de M. Ouattara lui-même, avec tous ceux qui l'entourent, du plus petit au plus grand, de l'Est à l'Ouest, n'ont fait aucun effort pour mettre en place dans les consciences l'égalité totale entre filles et fils, et surtout entre nordistes et les autres parties de la Côte d'Ivoire. Allez sur la toile. En 2024,
le problème est devenu plus grave. Des gens qui ne sont pas ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, c'est eux qui discutent, ils mettent la nationalité des Ivoiriens du Nord aux enchères sur la toile. Les Camerounais qui mettent à doute votre nationalité et votre dignité. Et vous, cela ne vous inquiète pas. Et vous, en tant que dirigeant, ça ne vous interpelle pas. C'est vraiment dommage pour vous, les Djoula. Ce que vous voyez là, c'est votre vente. C'est la même erreur que le régime de Félix Houphouët-Boigny vous a fait. Le régime de Félix Houphouët-Boigny vous a utilisé, vous a endormi et après vous a laissé en face de ce qu'il pensait réellement. Hé, ne vous blaguez pas. Houphouët là, il avait besoin des gens du Nord. Il les a utilisés. Mais après là, ce qu'il voulait réellement là, c'est ce que Bédié vous a fait. J'ai dit que ce que j'allais dire, ça allait choquer. Mais je préfère choquer pour que les esprits intelligents se réveillent. Parmi les dirigeants, mais aussi parmi le peuple. Si Houphouët voulait vraiment corriger la situation avant qu'il ne tombe malade et qu'il ne meure là, hey, un seul jour dans la vie est suffisant pour poser des grandes actions. Il y a des gens qui naissent là. Bob Marley, moi, à 34 ans. Mais qu'est-ce que Bob Marley n'a pas fait dans le monde? Jusqu'à la fin des temps, il y a des gens même qui célèbrent Bob Marley. Donc là, on n'a pas besoin de vivre 1000 ans pour poser une grande action. Un seul jour suffit pour mettre fin à une mauvaise action, ou bien un seul jour suffit pour commencer une grande action. Mais vous avez eu le pouvoir pendant plus de 14 ans. Vous vous êtes amusé à réussir dans certains domaines, mais vous vous êtes oublié. Vous avez oublié votre combat et vous avez oublié votre peuple. Que ce soit les dirigeants actuels et que ce soit le peuple du Nord lui-même, vous vous êtes oublié. Vos cadres sont devenus des défaillants. Et demain, vous allez être surpris que les mêmes problèmes rattrapent vos arrière-petits-enfants. Mais est-ce que ce sont les bourreaux que vous allez accuser? Est-ce que vous n'avez pas eu votre part de chance pour corriger la situation? Ils sont au pouvoir. Ils ne se rendent même pas compte que sur le plan sociétal, ils ont échoué à faire comprendre pourquoi il y a eu une rébellion le 19 septembre 2002. Il ne faut pas en vouloir aux frères Sénoufo qui tombent dans la division, dans l'invective du Djoula. Vous savez, dans la révolte, tous n'ont pas la même façon de discerner. Ils ont été formatés par la politique. Dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire, pour paraître ivoirien, il faut montrer que tu détestes le Djoula. Qui ne sait pas qu'en Côte d'Ivoire, si tu veux être ivoirien, il faut seulement dire je n'aime pas les Djoula. Il faut parler mal des Djoula. Et quand on parle des Djoula, on s'en fout que tu sois Sénoufo, que tu sois Djoulaba, que tu sois tant, lobby. Non, non, non. Le Grand Nord seulement. Et c'est devenu une arme de commerce politique. Voici ce qui fait courir et non pas une quelconque révolution culturelle. On va jusqu'à leur dire que le Djoula déteste la culture Sénoufo. Je disais sous un post de la RTI à propos d'un reportage sur les mariages consanguins à Odiéné qu'elle devrait aller au-delà en faisant plusieurs reportages sur les mariages, les danses et les réjouissances et autres aspects culturels des nordistes afin de véritablement contribuer à la cohésion sociale. En terminant, j'en appelle également aux fondateurs de ce forum afin qu'ils fassent tout leur possible pour attirer l'attention de la RTI sur cet aspect. À défaut, créer une télévision en ligne, passer de village en village Djoulaba,
filmer leur cérémonie de mariage dans la pure tradition. Les tisserands, les potiers, les noumous, en faire des reportages et balancer sur la toile. Si les politiciens n'ont rien compris au combat, aidons-nous nous-mêmes. Monsieur Ibrahim Khalil. C'est ici que prend fin son article. J'ai fait quelques commentaires de son article, mais vous les gens du Nord, vous devez quitter dans l'émotion. Il y a beaucoup, 90% des filles et des fils du Nord ont un complexe d'infériorité face aux autres. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont ivoiriens, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne s'assument pas. Au fond d'eux-mêmes, ils se sentent petits. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites défaut? Si vos dirigeants ne veulent pas s'assumer, regardez même les dirigeants actuels qui sont du Nord. Eux-mêmes ne s'assument pas eux-mêmes. Eux-mêmes sont dans la tergiversation. Ils sentent que Laurent Gbagbo Tidjane Thiam est plus ivoirien que eux. C'est que tout le combat qui a été mené a été zéro. C'est que la mère, Adjada Bintou Cissé, la mère du président, a été déterrée cadeau. Les parents d'Amadou Gon, lâchement assassinés à Williamsville, cela a été cadeau. La mort de Jenny Komena a été cadeau. Le combat de maman Henriette Dagri Diabaté aura été donc gratuit. Mais finalement, quand on passe par la guerre, quand on corrige une situation en allant faire la guerre, là, si tu n'as pas pu régler ce problème-là, tu vas régler ce problème avec quoi? On dit que j'aime beaucoup critiquer. Mais ce que je pose, ce sont des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam n'est pas plus ivoirien que vous, les gens du Nord? Quand il se prévaut simplement d'être baoulé. Cela ne vous choque pas. Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous inquiète pas. Et vous pensez que la vie va être un long fleuve tranquille. Et que c'est Dieu lui-même qui va faire un miracle pour vous. Les miracles, ça n'existe que pour les idiots. Et je vous ai toujours dit, tout ce que vous considérez dans vos livres comme des miracles, nous, on arrive à les expliquer. Si on n'arrivait pas à vous expliquer, on se serait tu. Et donc, le constat, il est triste. Mais qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Que toute personne qui a une origine djoula de Côte d'Ivoire se pose cette question. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Quand vous êtes allé jusqu'à sacrifier vos filles, vos fils, pour gagner un combat, mais que vous n'avez pas encore pu atteindre la plénitude de votre dignité. Parce que ce qu'on voit là, ce sont des fausses apparences, hein, c'est du maquillage. Mais est-ce qu'il vous faut une bombe nucléaire pour que vous puissiez avoir votre dignité? Est-ce que vous-même, vous réclamez votre dignité quand vous vous sentez attaqué? Mais le président Ouattara, c'est pourquoi nous lui donnons tout le respect qu'il faut. Quand il est venu là, il n'a pas dit qu'il va changer le monde. Quand il est venu en Côte d'Ivoire en 90, à partir du 18 avril 1990, là, je vais vous dire certaines vérités aujourd'hui. On est là, on dit aux gens, non, Félix Houphouët-Boigny, il a fait l'appel à Ouattara, il était trop gentil. C'est faux. Tous ceux qui vous disent ça vous mentent. Le président Ouattara même est témoin. Le président Ouattara, là, son vrai métier, là, quand un pays se porte mal, les institutions du FMI, du Fonds monétaire international, ils prennent des gens comme les Ouattara là pour aller redresser ces pays-là. En 90, la Côte d'Ivoire allait très mal. Houphouët, même Gbagbo que vous connaissez là, il se promenait partout pour dire Houphouët voleur. À cause de ça, il y a eu année blanche en 90. Ils ont saccagé le pays. Houphouët allait tomber dans la honte.
Un chef Akan peut tout accepter, même le suicide, mais pas la honte. Il faut être directement en face de la honte. Il cherche les aides partout. Tidiane Thiam à côté. Mais les gens lui disent non. Ceux-là, ce sont des éléments pourris de ton système. Ils ne peuvent rien faire pour t'aider. On a un Ivoirien ici. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Si tu veux qu'on te sauve, celui-là, tu le prends. Et puis, on a un plan en main. Le plan qu'on a en main, là, il va aller faire ce travail-là pour corriger ton pays. Et tu n'as pas le choix. Tu le laisses créer un comité interministériel de coordination avec une mission de stabiliser et de relancer ton économie. Ça veut dire quoi en français simple? Ça veut dire tu le laisses. Alassane Dramane Ouattara, là, tu le laisses. Que tu aimes ou pas, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Là où tu es, tu n'as plus le choix. Soit tu acceptes la honte et tu finis humilié, ou bien soit tu le laisses faire et il nous fait le boulot parce qu'il a fait ses preuves partout. Donc ce n'est pas parce que tu es gentil que tu l'as laissé venir, ou bien ce n'est pas parce qu'on négocie avec toi. Et d'ailleurs, quand il va venir, il va créer un comité. On appelle ça le comité interministériel. Et dans ce comité-là, il va venir avec un programme que nous avons déjà fait en main. Il va venir, ton économie qui est dézinguée, dispersée là. Dans un premier temps, il va essayer de remettre d'abord ton économie sur la stabilité. Il va essayer de recoller les morceaux. Quand il va finir de recoller les morceaux, il va créer d'autres programmes pour lancer. C'est là que Alassane Ouattara est venu. Vous voyez une vidéo où Félix Houphouët-Boigny sort, c'est un fils de con, il vient de la digne famille des Ouattara, c'est comme si c'est comme ça, c'est un malinqué d'Odiéné, sa maman vient de Béléban. Mais en réalité, il n'avait pas le choix. Sinon, s'il avait le choix là, Bédié aussi a fait des études en économie. Mais pourquoi Bédié a été chassé à la fin des années 1960? Tidiane Thiam là, il est né quand? Pourquoi il ne pouvait pas l'utiliser? Hey, tout le monde aimerait que le bonheur vienne de sa maison d'abord. Et ils avaient tout ça là, mais eux n'ont pas pu aider au fouet. Alassane Ouattara rentre en Côte d'Ivoire le 18 avril 1990. Quand je dis rentrer, je n'ai pas dit la pris avion, il est rentré ce jour-là. Ça veut dire, c'est à partir de ce jour-là qu'il met le comité interministériel en place et puis commence son travail. Sinon, si Alassane Ouattara veut, il n'a qu'à rentrer, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Le jour que ces actions ont eu des impacts là, c'est ce que j'appelle entrer. Le 18 avril 1990, Alassane Ouattara rentre au pays, il met le comité, il est le président du comité interministériel. Et en 90 jours, il arrive à stabiliser l'économie de la Côte d'Ivoire. Comment il a stabilisé l'économie de la Côte d'Ivoire? Il a regardé autour de lui, il voit qu'il y a trop de gâchis. Les ministres ne payent pas d'impôts. Les directeurs d'entreprise ne payent pas d'impôts. Les gens font des sorties d'argent non justifiées. Il y a trop de gabegies. Il y a trop de désordres financiers. La première personne qui va limer s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara que vous voyez là. La première personne qui va limer là s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Il dit, le vieux, tu vas payer un pot. Houphouët veut tourner et il dit, tu vas payer un pot. Il dit, voilà, on a déjà tout calculé, voilà ce que tu dois même déjà. Donc c'est à toi de voir si tu veux payer un coup ou bien si tu veux faire en tranche, mais tu vas payer. Mais pourquoi Alassane Ouattara a pu faire ça? C'est parce que ce sont les Blancs qui l'ont imposé à Houphouët. Donc quand on dit la vérité aux gens là, tôt ou tard un jour vient où on dit la vérité. Alassane Ouattara n'est pas mort. Si ce que j'ai dit est faux là, pardonnez, faites à cause de Dieu. Dites-leur, ils n'ont qu'à mettre mon nom à l'aéroport. Là, le jour que je rentre là, ils n'ont qu'à me prendre chouette. Faut même pas avoir me juger, ils n'ont qu'à me mettre en prison. S'ils ne comptaient pas sur quelque chose là, ils n'allaient pas aller s'arrêter devant le feu pour dire je commence par toi-même. Quand il a fini ça, il est rentré dans les collaborateurs de Félix Houphouët-Boigny. C'est à cause de ça, tu vois, les Ouniens et autres là,
Papa de Yasmine là, il ne peut pas aimer Ouattara. Avec les cadres du pays, il ne peut pas aimer Ouattara. Les étages qu'ils ont au plateau, les villas qu'ils ont, les grandes richesses qu'ils ont là, Ouattara a réévalué tout. Il leur a dit, vous payez parce que le grand chef même là, je lui ai fait payer. Ou fouet, je lui ai fait payer. Donc, ce n'est pas vous les menus frétins qui allez jouer avec moi. Voilà où a commencé le problème de Ouattara. On dit, ah, donc, c'est toi-même qui veux devenir plus royaliste que le roi. Aujourd'hui, tu as la force, mais on va se mettre tous contre toi, Ouattara. C'est là maintenant que tous se sont mis derrière les bédiers là, pour commencer maintenant à combattre Ouattara. Ils vont chercher ses origines, ils vont chercher tous leurs coups fourrés. Mais M. Ouattara fait son travail. Et c'est avec les résultats de l'argent qu'il a pu récupérer avec les barons là. Et puis au sein du PDCI là, ils avaient une caisse noire. Les Burkinabés, les Maliens que vous voyez là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Au sein du PDCI, les barons là, ils avaient une caisse noire. Les chefs des communautés étrangères en Côte d'Ivoire là, à part les occidentaux là, ils versaient de l'argent chaque mois. Si tu as une région dans ta région là, les chefs des étrangers là te versent une certaine somme. Il y a beaucoup de cadres du PDCI qui vivaient de ça. Ouattara est venu, il dit ce n'est pas normal. Nous sommes en accord avec eux à travers la CEDEAO. Ce n'est pas normal, il faut mettre fin à ça. Soit on met en place une carte de séjour pour ne plus que ces personnes soient harcelées, ou bien on respecte les règles et ça s'arrête à ça. Et c'est en accord avec Houphouët-Boigny et tous les représentants. Ceux qui disent que eux là, ils ne sont pas d'affaires de carte de séjour, là, c'était les opposants à l'époque, les babos là. Sinon, c'est eux tous qui ont décidé ensemble de mettre carte de séjour. Et Alassane Ouattara a appelé les représentants diplomatiques de ces pays-là pour dire, ce que je vois là, vos représentants sont dans un cercle vicieux. Chaque mois, en fonction des différentes régions, si un cadre de l'Ouest, lui dans sa région, là, lui récupère ce jeton-là là-bas. Ainsi de suite. Un jour, ça va devenir un problème. Et c'est illégal. Est-ce que créer une carte de séjour qui va coûter 10 000 ou 15 000, que tu payes une fois par an, est-ce que ça vous arrange? Ou bien est-ce que c'est la méthode mafieuse là qui vous arrange? Les gens disent vrai là, c'est mieux que quelqu'un paye quelque chose dans la légalité pour que nos citoyens soient tranquilles. On préfère ça plutôt que d'être dans l'illégalité et puis ils seront toujours harcelés. Et donc, en accord avec les représentants de la CEDEAO et avec la bénédiction de tous les cadres du PDCI, j'ai dit bien les seules personnes qui n'ont pas participé à accepter la carte de séjour parce qu'ils n'étaient pas dans le pouvoir là, c'était le FPI de Laurent Gbagbo. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas mentir sur lui. Et donc voilà comment la carte de séjour est née. Et donc, quand M. Ouattara finit ça, à moins de 90 jours, il arrive à stabiliser. Je vous ai dit que le comité interministériel avait deux missions. Stabiliser l'économie et relancer cette même économie. Si je ne me trompe pas, il a fait un excédent. Ça veut dire, en stabilisant l'économie, quelque chose qui veut se renverser là. Quand tu stabilises, ça veut dire que tu as mis à niveau. Mais M. Ouattara a fait un excédent. Il a réalisé un bénéfice, j'ai oublié la somme, mais plusieurs milliards. Je crois, si je ne me trompe pas, peut-être 65 milliards de plus, en moins de 90 jours. Quand les gens ont vu ça, quand Oufou même a vu ça, non seulement l'enfant là m'a sauvé, mais il a réussi à stabiliser l'économie. Ouattara maintenant s'est focalisé sur son deuxième programme. Mais tellement Oufou était content, Oufou même va le rendre en même temps Premier ministre pour qu'il continue à relancer l'économie.
Et c'est en relançant l'économie là qu'il a créé ce que vous connaissez et que Bédié appelle les pluies de milliards. Et donc tous les programmes que vous voyez actuellement là, ça aurait dû finir avant 1998. Parce que ce sont des programmes qui existaient depuis 1970. Et on vous a déjà donné le nom ici. Le ministre Diawara, c'est lui qui avait fait tous ces programmes-là. Ce qu'ils appellent l'éléphant d'Afrique, tout ça là, ou bien ce qu'ils appellent, c'est faux. C'est le ministre Diawara qui avait mis tout ça en place. Le mérite de Tidjane et de Bédié, c'est d'être venu prendre ce qui est déjà là, changer de nom pour faire croire aux gens que c'est eux qui ont fait. Bon, quand ils sont venus au pouvoir là, pourquoi ils n'ont pas pu faire? Si c'est eux qui avaient réellement mis ces plans-là, et puis ils ont reçu des financements, montrez-moi un seul de ces projets-là. Ou me montrez-moi 2. Ou me montrez-moi 3. Et donc, je vous ai dit que Ouattara a commencé ce travail le 18 avril 1990. Malheureusement, comme l'homme propose, Dieu dispose. 3 ans après, Félix Houphouët-Boigny meurt. Quand Félix Houphouët-Boigny meurt, M. Bédié s'accapare du pouvoir et fait tout pour éloigner le président Ouattara. Écoutez très bien ce qu'on vous dit et allez vérifier. Si on prend le temps d'expliquer tout ça là, c'est pour que les gens se rendent compte de ce qui a réellement existé en Côte d'Ivoire. Mais avant de partir là, le président Ouattara, alors Premier ministre, dit à Bédié, je m'en vais. Et on ne se sépare pas dans les termes les meilleurs. Mais fais tout pour ne pas te débarrasser de Daniel Kablan-Denkan. Daniel Kablan-Denkan, il faut le garder. Parce que le travail qu'on a mis, la relance économique là, si tu te débarrasses de lui là, tu vas aller dans un tombeau. Mais allez voir si jusqu'au coup d'État, est-ce que Daniel Kablan-Denkan n'était pas avec eux? Mais aujourd'hui, qui parle de Daniel Kablan-Denkan au PDCI? Mais pourquoi quelqu'un que vous n'aimez pas, vous l'avez gardé? Parce que c'est Alassane Ouattara, les clés de la relance économique là, que Bédié va mal utiliser en faisant appeler les pluies de milliards. Parce que la pluie, là, n'a pas besoin de lutter pour que ça tombe. Mais c'est la nature, à travers Dieu, qui met les conditions en place. Ils vont dilapider tous ces fonds-là avec les Tidjane Thiam. Mais mieux, Bédié comprend que si Alassane Ouattara a pu remuer le PDCI, écoutez très bien et faites le lien de ce que je vous dis. Si un seul Djoula est venu, il a remué au fouet, il a remué le PDCI, met tout le monde au pas. Si c'est Djoula là, s'il y a 1, 2, 3 comme ça qui existent, c'est pas bon pour le pays. Ah, c'est là maintenant, vous comprenez pourquoi maintenant Bédié combat les gens du Nord. C'est là maintenant que Bédié se dit, plus jamais ça. C'est vrai que on n'aime pas les Djoula, mais tant qu'ils restaient commerçants, tant qu'ils restaient dans leur mosquée, et tant qu'ils restaient ignorants de la politique, on pouvait encore leur pardonner. Mais à partir du moment où on a vu les effets d'Alassane Ouattara qui est venu et qui nous a tous couverts, l'aura de Ouattara nous a tous couverts là, on ne peut plus se permettre qu'il y ait un deuxième, un troisième Alassane Ouattara. Donc là, il faut que lui, Bédié, combatte Alassane Ouattara, à le vilipender. Alassane Ouattara ne doit pas, il doit même être comme une mouche sur la terre. Et donc, il met tout un arsenal de politiciens, d'historiens, pour combattre les gens du Nord. Et dans l'article que j'ai lu, il y a plusieurs méthodes qui ont été expliquées. Comment manipuler les Sénoufos, comment manipuler les Malinqués, comment dissocier les gens. Et quand toutes ces mesures ont échoué, qu'est-ce que Bédié fait? Il n'est pas été capable, il va essayer dans un premier temps de diviser la famille royale même en Korogo. Et jusqu'à aujourd'hui, ce problème-là existe entre les bons là, côté PDCI et puis côté RDR.
C'est vrai qu'ils sont famille. Mais quand on en arrive au côté politique, il y a une ouverture, il y a une fracture. Mais de toute façon, tant que c'est entre eux-mêmes là-bas qu'on peut les utiliser pour se combattre, que ce soit Malinké contre Senufo, que ce soit Djoula contre Malinké, que ce soit Malinké contre Djoula, que ce soit Djoula contre Senufo, on s'en fout. L'essentiel est qu'on arrive à les déstabiliser, à les tuer dans leur dignité, à faire d'eux des apatrides. Et puis, c'est à nous de décider de la place qu'on veut leur donner. Et donc, qu'est-ce que M. Bédié fait? Il demande la liste de tous les cadres du nord de la Côte d'Ivoire. Quand on lui apporte la liste là, un combat que tu veux mener là, tu n'as pas besoin de publicité. J'ai dit, ils ont fait une purge de tous les cadres du nord. Ils ont tous été cassés. Et ils ont tous été cassés. Mais Ouattara était à Washington. C'est dans cette période-là que Laurent Gbagbo, que vous connaissez là, il va dire à Jenny Komina, là où le pays va là, si on ne se méfie pas là, Bédié sera pire même que Félix Houphouët-Boigny. C'est vrai que j'ai la haine pour le Bédié. C'est vrai. Mais là où le pays là va là, il faut qu'on crée un autre parti. Parce que tout vous, avec ce que tu me dis, quand vous partez aux réunions, on vous frustre. Créez votre parti. Laurent Gbagbo a aidé à créer le RDR. Avec ses conseils. Quand Jenny Komina a créé le RDR, automatiquement ils ont taxé Jenny Komina de Ghanéen. Jenny Komina, il est mort misérablement. Imaginez-vous quelqu'un qui peut faire ça à son propre frère à Caen. Est-ce que c'est toi l'homme du Nord qu'il va pardonner? Et donc ils ont formé une délégation avec les Laurent Gbagbo pour venir mais et mieux pardonner le président Ouattara pour revenir en Côte d'Ivoire. Et ils ont utilisé sa maman pour la madouer pour qu'il revienne au pays. Et c'est là, à partir de 1995, qu'ils vont créer le front, comment on appelait ça même? Le front républicain. Alassane Ouattara que vous voyez là, et puis Bédié là, 2 ans après, 1993, quand il a quitté le pays là, quand ils vont aller, puis ils vont s'entendre là, quand il va revenir là, en 1995 là, ils vont créer, lui et puis Gbagbo vont créer le Front républicain pour lutter contre Gbagbo. Mais entre-temps, allez demander à Gbagbo. À l'époque, il disait, si Ouattara n'est pas candidat ivoirien, c'est que lui, Gbagbo, ne sera jamais candidat. C'est là que vous comprenez que la politique en Côte d'Ivoire, très peu de personnes sont sérieuses. Parce qu'il n'y a pas de moralité là-dedans. Les gens savent ce qui est faux. Quand on les combat dans ce qu'ils ont de faux, comme ce que Ouattara a fait au PDCI, on va le combattre parce qu'il est venu pour demander la justice. Quand il va dans l'opposition avec Gbagbo, Gbagbo l'utilise comme un escalier pour arriver au pouvoir. Et il n'y a pas de turpitude que le Bédié n'ait fait. Les matins là, ils font exprès. Il y a des gens qui sont musulmans qui ne sont ni du nord, qui sont de l'ouest, du centre. On va, on sélectionne les gens. On prend leur cas d'identité. On regarde. Quand tu es du nord, on ne cherche pas à comprendre si tu es malien, burkinabé. On dit à des vieilles personnes qui n'ont rien commis comme de mauvaises actions. On leur dit de se déshabiller. On prend leur boubou. On les attache. Comme au moment de l'esclavage. Comme de la manière on attachait les esclaves pour aller à Gorée.
Entre 1993 jusqu'à 1999, c'était le travail de Bédié qui était là. Comme eux n'arrivent plus à prendre leur mangement du PDCI sur les chefs des communautés étrangères, là, la carte de séjour, là, ils ont dévoyé l'objectif pour en faire un combat identitaire. Tu es Djoulao, tu es Sénoufo, tu es Malien. Hey, tout ce qu'on attrape là, on les humilie, on va les mettre dans le commissariat. Même quand tu es ivoirien, tu auras toutes les difficultés. Et donc, pour pouvoir bien toucher les gens, parce que souvent, quand tu demandes, ça posait un problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bédié a demandé que il y avait des cartes d'identité vertes, que pour les gens du Nord, là, ils n'ont qu'à mettre 6-0. Là, c'est un code. Une fois que les 6-0 sont dessus, quand tu prends la carte de quelqu'un que tu vois 6-0, tu sais en même temps ce qu'il faut faire. Mais ce que beaucoup oubliaient, c'est que c'était une marque d'identification pour passer à l'étape supérieure. C'était comme si on vous marquait au front pour vous dire à tuer. Le jour qu'on doit les tuer, il suffit de demander leur carte d'identité et de décider de leur sort sans même leur demander un mot. Non seulement il avait chassé tous les cadres du Nord, et c'est pourquoi vous avez vu, au moment du RDR, il y a beaucoup de cadres du Nord qui étaient avec Ouattara un moment, ils ont dévié là. Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités. Ils avaient déjà été renvoyés. Ouattara est venu. Ils sont derrière Ouattara. Pour les affaiblir, Bédié est revenu vers certains d'entre eux et dit, bon, hey, si vous acceptez là, je vous nomme, la dernière champion ou autre. Vous, eux sont allés derrière Bédié. Voilà toute la réalité qui est là. Et ça divisait le Nord. En plus de cela, sur le terrain, il y avait une répression sauvage, sans distinction. Mais le pire restait à venir. Dans tout ce capharnaüm, quand le coup d'État est réalisé, Bédié dans sa dictature implacable, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo dans leur front républicain, qui luttaient contre Bédié, contre toute attente, le 24 décembre 1999, il y a un coup d'État. Ce sont les IB, avec les mêmes Chérif Ousmane que vous connaissez là. Bédié les avait fait partir en Centrafrique pour aller maintenir la paix là-bas. Et tous ceux qui étaient, la majorité là, c'était des enfants du Nord. L'objectif était que eux tous meurent là-bas. Mais ceux qui sont revenus, Bédié dit, l'ONU a payé votre argent, mais je vous donne pas, faites ce que vous voulez. Comme militaires qu'on n'est pas français, ils se sont levés, ils ont pris les armes, et Vrou, ça a conduit à un coup d'État. Mais quand il y a eu ce coup d'État, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a dit? Il dit, c'est comme la révolution des Oyeurs, et qu'on ne pouvait pas demander mieux. Entre-temps, Bédié, vu que lui-même aujourd'hui, les cadavériques, il est mort aujourd'hui, épargnez-moi des cadavres et des morts qu'il a fait à travers les journalistes. Quand tu parlais bien du président Ouattara, tu mourais comme certains journalistes du journal Tassouma et d'autres journaux, les assassinats. C'est dans ces conditions, avec une paupérisation du peuple. Les Tidjantiam étaient là, c'est eux qui géraient le pays. Dans une paupérisation du peuple, ils ont rendu le peuple pauvre et misérable. C'est dans ces conditions-là que le coup d'État vient. Et quand le coup d'État vient là, tous les Ivoiriens étaient contents. Parce que la dictature que Bédié faisait là, on n'avait jamais vu ça. Donc, tout le monde se disait, la Côte d'Ivoire va reprendre son envol. Les fils et les filles de la Côte d'Ivoire vont s'entendre. Et on n'aura plus de problème. C'est dans ces conditions-là que Guéhi Robert prend le pouvoir. Et si vous vous souvenez très bien, Guéhi Robert disait, nous sommes venus pour balayer la maison. Est-ce qu'on peut balayer un endroit propre? Quand tu dis je balaye un endroit, ça veut dire l'endroit était sale.
Regardez les premiers discours de Gueye. Mais en moins de 2 semaines, Simone Eve Gbagbo, Laurent Gbagbo, le FPI que vous voyez, ils vont manipuler Gueye Robert. Pour lui dire, toi Gueye là, nous on est tous des fils de l'Ouest. À la fin de la journée là, toi-même tu ne penses pas que tu es mieux à la place d'un président? Et moi, Laurent Gbagbo, je vais être ton premier ministre. Tu ne penses pas qu'il est temps pour nous, les gens de l'Ouest, de nous assumer? Donc, ton affaire, là, il faut t'arranger, tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, tu seras notre président. Moi, je serai ton premier ministre. Et puis, on continue à gérer le pays. Qu'est-ce que... Petit à petit, Gueye Robert mort à la maison. Gueye Robert oublie qu'il était venu pour nettoyer la maison, pour enlever les mauvais comportements. Gueye Robert troque le treillis. Il devient politicien. Il a des réunions incessantes avec le FPI. Et il leur dit, écoutez, comment on va faire pour éliminer Ouattara et puis Bédié? Bon, pour Bédié, ce n'est pas grave. Mais c'est pour Ouattara même qui est grave. On va appeler Tia Kone et on va lui dire de dire que Ouattara est de nationalité douteuse. Et donc de moralité douteuse. Les mêmes arguments des journaux ramassés là, sans être capable de citer même cela. Quand Laurent Gbagbo a dit que lui va prouver que Ouattara était un étranger là. Et quand ils ont été au débat les deux, et puis il dit non, que c'est dans un journal, lui l'a vu là. Ce sont les mêmes ragots là, ils vont prendre sans donner une seule preuve. Ils vont éliminer Ouattara. Ils vont aussi éliminer Bédié. Et puis ils vont aller aux élections. Quand ils vont aux élections, c'est ce que j'ai dit. Quand des militants ne sont pas bien éduqués, ils ne peuvent que être dans les sentiments. Tout le monde était frustré, on les regardait dedans. Quand les élections, les gens sont allés voter, Gueye Robert est sorti pour dire que c'est lui qui a gagné. Gbagbo aussi dit que c'est lui qui a gagné. Gueye Robert avait l'appareil militaire en main. Entre-temps, allez revoir l'émission de Louata Gouadi, où j'ai déjà expliqué tout ça. En même temps qu'ils ont blagué Gueye, le même langage qu'ils ont pris pour blaguer Gueye là, c'est ce même langage-là que Laurent Gbagbo a utilisé avec certains chefs militaires pour essayer maintenant de casser Bédié. Gueye Robert. Et maintenant, dans la rue, il fallait avoir des militants. C'est là maintenant que M. Ali Koulibaly a dit, vu que des élections ont été organisées dans des conditions où des personnes ont été éliminées sans des raisons valables, et que Laurent Gbagbo a lancé un appel pour que tout le monde soit dans les rues, il est aussi utile que nous autres aussi, du RDR, nous sortions aussi pour réclamer la reprise des élections. C'est là maintenant que Laurent Gbagbo va montrer sa vraie couleur. Laurent Gbagbo dit à ses chefs militaires comme les Bepan, le colonel Bepan, il dit, ceux qui sont sortis là, laissez d'abord, on va maîtriser la situation pour que Gueye quitte le pays. Dès que Gueye a laissé le pouvoir, automatiquement ils ont changé d'objectif. Il faut abattre tous les militants qui sont en train de demander la reprise des élections. Or, qui demandait la reprise des élections? C'était les militants du RDR. Voilà comment le charnier s'est fait. Ce qu'on appelle charnier de Yopougon là. Tous ceux qui vont vous mentir là, voilà comment le charnier a été fait. Parce que les gens disent là, si Gueye est quitté et que les élections, nos candidats ne sont pas dedans, mais pourquoi on va accepter donc que ce soit Gbagbo? Et donc ils vont commencer le charnier. Mais mieux, Laurent Gbagbo ne s'arrête pas là. Il va continuer dans sa turpitude. Et il va mettre même la haine et la xénophobie à son niveau le plus haut, le paroxysme. Pour dire là où Bédié a échoué là, lui ne va pas s'amuser. Et il va mettre les escadrons de la mort en place. Il va mettre des machines implacables de la répression. Et ça, il va tuer beaucoup de soldats
Parce que ce sont les soldats du Nord qui ont fait enlever Bédié au pouvoir. Donc lui, il va les écraser. Et donc, ce que Guy Robert n'a pas fini avec les faux coups d'État, coup d'État de la cabine, coup d'État du cheval blanc, coup d'État de la Mercedes noire, lui, Laurent Gbagbo, ne va même pas se prier. Il commence à faire une traque implacable. Il les attrape, il les tue directement. C'est ce qui a fait que beaucoup ont fui pour aller au Burkina. Et quand il y a eu leur dialogue de la réconciliation, le premier contingent qui est venu, ils les ont tous massacrés. Et Blaise Compaoré lui a dit, tes soldats qui sont ici chez moi, fais tout, tu vas t'entendre avec eux. On ne peut pas les condamner à errer, sinon s'ils ne sont pas une source de danger chez toi, ça va être chez quelqu'un d'autre. Il y a la guerre au Libéria, il y a la guerre en Sierra Leone. Les gens peuvent utiliser leur connaissance militaire et peuvent devenir des mercenaires. Laurent Gbagbo dit, lui, il s'en fout. Blaise lui dit, mais et le deal? Quand tu es venu chez moi ici au Burkina en 83, et puis je t'ai donné un passeport burkinabé, pour que tu puisses aller en France là, le deal qui était entre nous, que tu allais me livrer le port de San Pedro là, on fait comment? Gbagbo dit, si vous vous souvenez très bien, il dit, je ne vendrai pas la Côte d'Ivoire. Tu peux vendre quelque chose si tu n'as pas discuté le prix. Depuis quand vous avez vu quelqu'un vendre quelque chose sans discuter du prix, mais sans être dans les conditions d'une discussion? Il n'a pas dit toute la vérité. Il n'a fait que dire une partie de la vérité en se présentant comme un héros. Je ne vais pas vendre la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu ne vas pas vendre quelque chose. Si tu n'as pas de marchandises, comment quelqu'un va venir te proposer un prix? Toi, tu n'as pas de marchandises. Et puis moi, je viens te dire, c'est combien ton prix? Et puis tu te dis, je ne vends pas, je ne vends pas. Non. C'est qu'il y avait déjà un accord entre nous. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Bernard Doza, un des proches de Laurent Gbagbo, qui le dit. Il dit, Blaise donnait, je crois, 10 millions à Laurent Gbagbo de 1983 jusqu'en 2000 pour soutenir le FPI dans ses actions. Mais le jour que Laurent Gbagbo prenait le pouvoir, ils allaient leur faire des facilités pour accéder au port de San Pedro. Quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000, Laurent Gbagbo crache sur tout ça. C'est ce qui a permis à Blaise de pouvoir rentrer et d'aider les shérifs Ousmane et ceux qui étaient au Burkina pour pouvoir enlever ça dans les yeux de Laurent Gbagbo. Et ils lui ont dit, hein, il dit non, que lui voit le dos du nageur. Après encore, il dit non, que lui, quand on lui a dit, que lui, il a appelé la France, mais que c'est la France qui n'a rien fait. Ado Champion dit que c'était 20 millions par mois. Voilà. 20 millions. Et donc, voilà un peu les conditions dans lesquelles Laurent Gbagbo, les causes inexpliquées de la rébellion, c'est que lui-même, il avait vendu la Côte d'Ivoire au Burkina. Et au moment où il a été président, il n'a pas voulu s'assumer. Lui, Laurent Gbagbo, qui a juré qu'il va protéger la Côte d'Ivoire, au moment de prévenir une guerre, il a laissé les choses se faire et il a créé une situation de guerre. Il y avait les escadrons de la mort qui tuaient. Les femmes étaient violées selon leur appartenance au RDR. Et Simone Gbagbo s'asseyait sur des chaînes internationales comme TV5 pour dire que c'est bien, c'est elles-mêmes qui ont cherché ça. Voilà comment l'homme du Nord vivait. Tout ce que je vous ai expliqué là, il n'y a aucune ethnie de la Côte d'Ivoire qui a vécu ça. Et donc, si vous n'êtes pas à la place de ceux qui ont été des victimes, vous ne pouvez pas comprendre. Et pour demander justice, il faut avoir été véritablement victime. Parce que très peu de personnes ont de l'empathie. Et très peu de personnes peuvent avoir le courage de dire ce qui m'est arrivé là, mettons toutes les conditions en place pour que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Parce que la volonté de puissance là, ce n'est qu'une question de temps. Dans la vie là, le monde là, ça change. Que tu veuilles ou pas là, le monde même évolue. Si tu es puissant aujourd'hui, demain tu seras faible. Si tu demandais à Laurent Gbagbo qu'un jour,
lui, il allait perdre le pouvoir et devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il a dit c'est faux. Mais c'est comme ça aussi demain que vous, les gens du RHDP, RDR, là, vous serez demain aussi. Mais dans cette question-là, qu'est-ce que vous avez fait? Alors que vous aviez été au pouvoir pour que les mêmes turpitudes du passé ne puissent plus se répéter. Voilà la vraie question qu'il faut que vous vous posiez. Quand j'imagine des jeunes gens comme Serif Ousmane, quand je dis jeunes gens, je veux dire à l'époque, sinon c'est un aîné, mais ils ont risqué leur vie. Est-ce qu'ils n'ont pas fait leur part du combat? Si. Est-ce que les populations lambda n'ont pas fait leur part du combat en donnant leur vie? Si. Mais vous, les politiciens RDL, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi qui soit extraordinaire? De mémoire d'homme, c'est le président Ouattara seul qui se tue. Mais vous me direz, est-ce que Ouattara seul peut se tuer? Bon, dites-nous ce que vous avez fait individuellement. Comme de la manière Ouattara agit individuellement et puis on voit là. Qu'est-ce que toi tu as fait individuellement? Toi en tant que cadre du Nord. Pour ta communauté, pour la Côte d'Ivoire et pour que les mêmes méfaits ne se répètent plus. Ayons le courage de poser les vraies questions. Parce que je ne souhaiterais pas que ce que les Dioula ont vécu en Côte d'Ivoire arrive à une communauté. Et je n'accepterai jamais que cela arrive à ma communauté. Et donc il faut mettre fin au cycle de la violence. Chaque être humain mérite de vivre dans sa religion, de vivre dans sa foi et de vivre dans la dignité. Voilà pourquoi nous soutenons le président Ouattara. Et donc, c'est ce qui va expliquer donc le sens de ce combat-là. Ce n'était pas la haine contre un peuple. Ce n'était pas la haine contre Laurent Gbagbo. La rébellion, la vraie justification, c'était de mettre fin aux excès d'un régime liberticide, d'un régime génocidaire, d'un génocide qui était en voie d'être légalisé en Côte d'Ivoire. Mais quand on sort de tout ça et qu'on va à des élections en 2010, qu'au deuxième tour, M. Ouattara et M. Gbagbo se retrouvent à ces élections. M. Ouattara gagne. Le monde entier reconnaît. L'UA reconnaît. La CEDEAO reconnaît. Gbagbo dit, les gens du Nord, là, ce ne sont même pas des Ivoiriens. D'abord, il faut prendre un bic qui efface leur vote. Ça ne vous dit rien. Quelqu'un qui a dit bombarder le Nord, après on va faire des cultures là-bas. Leur vie, là, ça ne sert à rien. Vous avez oublié ça. Aujourd'hui, vous copinez avec ces personnes. C'est vous qui voulez jouer les mères... comment je vais appeler ça? Comment je vais appeler ça? Mère Teresa. Il faut qu'on dise que c'est vous qui allez avoir prix Nobel. C'est vous qui êtes gentil. Mais de la manière dont vous ont raté une première fois, là, la deuxième fois, là, on va même plus parler de Dioula ou même de Sénoufo. Non, 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 non. J'ai dit, ils sauront ce qu'il faut faire. C'est qui les a mis en prison, c'est pas vous. Hey, la prison, là, même quand tu en ressors vivant, là, c'est une humiliation. Quand tu ressors de prison, et puis tu as eu 1 minute sur celui qui t'a mis en prison, là, c'est Dieu seul qui sait ce qui vous attend. Vous, les gens du Nord, là. Amusez-vous. Ne dites pas la vérité à vos dirigeants. Soyez des faibles, là. Non, si tu dis ça, là, je ne vais plus avoir mon petit pain. Si tu dis ça, là, c'est ton pouvoir. Hey, un pouvoir que tu aimes, là, tu lui dis les vraies vérités. Un pouvoir que tu aimes, là, tu lui dis, voilà les erreurs qui ont fait que les autres sont tombés. C'est ce que beaucoup parmi vous, vous êtes incapables de faire. Ouattara se tue. Mais vous, la population qui avait voté Ouattara, vous n'avez pas le courage de dire la vérité à ceux qui sont autour de Ouattara, ses collaborateurs. Et vous êtes dans un cercle vicieux. Vous ne pouvez pas dire la vérité à vos cadres. Vos cadres aussi sont dans la turpitude. Et ça continue comme ça. Et demain, vous allez dire que vous êtes surpris, que rien n'est changé, ou bien que vous vous êtes retrouvé au point de départ. Ouattara n'a pas pour vocation de tout réussir. Comme aussi, ce n'est pas parce qu'il est président qu'on doit tout mettre dans sa main. Vous-même, vous faites quoi pour vous-même? Et vous faites quoi pour vos enfants demain? Et vous faites quoi pour la Côte d'Ivoire? Et surtout, vous faites quoi pour que votre dignité ne soit plus entachée? Parmi vos compatriotes ivoiriens, changez votre comportement vis-à-vis des Maliens. Montrez clairement que vous n'êtes pas Malien. Montrez clairement que vous n'êtes pas Burkinabé. Et ça, il faut que vous changez radicalement vos comportements
avec les Maliens et les Burkinabés. Comme ils disent que c'est les Babos qu'ils aiment là. Demain, si Gbagbo revient au pouvoir, qui les égorge là, soyez les premiers à vous dissocier et laissez-les avec Gbagbo. Actuellement, où c'est votre Ouattara qui est au pouvoir, mettez tout en place pour retirer aux étrangers maliens burkinabés la gestion de vos mosquées. Dans les marchés, il faut que le gouvernement aide les Ivoiriens à reprendre l'activité économique en main. Il faudrait que les étrangers soient secondaires dans tout, comme c'est le cas au Mali, au Burkina et dans tous les autres pays. Et comme c'est vous les Djoula qui êtes les commerçants, mais est-ce que nous on doit venir ici vous dire ce que vous devez faire pour décourager les étrangers de faire le commerce en Côte d'Ivoire? Même quand on dit que tu n'as pas de dignité là, c'est pas à moi de te montrer comment tu dois coucher avec ta femme. Je parle de vous les Djoula là. Même quand on dit que tu n'es pas digne là, faut au moins avoir un peu honte. Est-ce que c'est moi je dois venir vous expliquer comment vous devez taguer les gars là? Je n'ai pas dit de les dire, je n'ai pas dit de les tuer. Mais là, si vous voulez mettre fin au règne des étrangers dans le commerce là, vous savez ce que vous devez faire. On doit les décourager même de vivre en Côte d'Ivoire. Et donc malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, on ne finit jamais de se battre. Mais quand tu mènes un combat et que tu te retrouves toujours au point de départ, ça c'est encore plus grave que le mythe de Sisyphe. Tu es condamné à un malheur éternel. Et c'est ce qui aura été le cas des Djoula en Côte d'Ivoire, comme même des Africains en général. Chers Africains, imaginez la conférence de Berlin, où des gens sont allés en 100 jours, entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885, ils ont divisé votre continent, comme si vous n'étiez pas des humains. Ils sont allés en Allemagne, ils ont divisé votre continent. Les Américains étaient là-bas, les Autrichiens étaient là-bas, les Belges étaient là-bas, les Danemark étaient là-bas, les Turcs étaient là-bas, les Espagnols étaient là-bas, les Français étaient là-bas, les Anglais étaient là-bas, les Italiens étaient là-bas, les Pays-Bas étaient là-bas, le Portugal était là-bas, la Russie était là-bas, la Suède était là-bas, les États-Unis étaient là-bas. En 100 jours, entre le 15 novembre 1884 et le 26 février, comme si vous étiez des objets meubles là. Il faut qu'on vous rappelle votre histoire pour que vous vous réveillez. Et c'est pourquoi je vais vous dire les noms des personnes qui étaient là-bas et qui ont divisé l'Afrique comme si c'était une chose. Quand j'imagine le cas de certains pays, comme par exemple le Congo, la RDC, un pays qui est vaste de plus de 2,5 millions de kilomètres carrés. On prend ça et puis on donne ça en cadeau à Léopold II de Belgique. On lui donne ça en cadeau. Ça veut dire tout ce qui est dans les 2,5 millions kilomètres carrés là. Quelqu'un reste en Europe, en Allemagne, on lui dit, bon, toi, voilà ton cadeau qui est là. Les hommes qui sont dedans, les animaux qui sont dedans, tout est dedans. On dit à la France, bon, toi, il y a 500 000 kilomètres carrés, c'est ce qu'on a appelé Congo-Brazzaville là. Toi, tu prends ça. Et ça, c'était des cadeaux. Mais on regarde même souvent, la France même va se dire, bon, il y a d'autres territoires comme la boucle du Niger là, bon, nous, on va se partager ça. Nous, on va prendre le côté ouest. Maintenant, le côté delta, là, on va donner ça aux Anglais. Voilà comment les gens se sont foutus de vous. Au lieu de chercher à vous unir pour avoir un défi commun et relever ce défi ensemble, vous venez avec des stupidités de l'AES pour essayer de perdre le temps. Et donc moi, je vais vous dire la vérité sans faux fuyant. En 100 jours, voilà ceux qui ont partagé vos pays. Et les gens qui étaient là-bas, qui ont décidé, là, je vais vous donner leur nom par pays. L'Allemagne, ça s'est passé en Allemagne. Il y avait le chef du gouvernement allemand qui s'appelait Otto von Bismarck.
Il y avait Paul von Hatzfeld. Il y avait Clemens Busch. Et il y avait Heinrich von Keschrow. C'est eux qui étaient les représentants de la délégation allemande. Et c'est pourquoi les pays comme le Togo, l'avant, c'est allemand et parlait. Après, il y a eu l'Autriche-Hongrie. Avant, c'était deux pays. C'était un seul pays ensemble. Il y avait Emmerich Sejny de Sava-Ferzokek. Eux, ils étaient là-bas, au compte de l'Autriche-Hongrie. Il y avait les Belges qui étaient là, au compte du roi Léopold II. Voilà les représentants de la Belgique qui étaient en Allemagne. Gabriel Auguste van der Strand-Poorhots et Auguste Le Bermond. Du côté de Danemark, il y avait Emile von Wind. Et si vous remarquez très bien les noms que je suis en train de dire, à 99%, c'est ceux qui disent avoir été victimes de l'Holocauste. C'est eux qui sont à la base aussi des atrocités du monde. Vous comprenez de quoi il est question. Tu ne peux pas être en train de commettre les plus grands crimes contre l'humanité et ne pas t'attendre à ce que la nature aussi t'inflige aussi les plus grands crimes. Du côté espagnol, il y avait Francisco de Benomar. Et j'ai toujours dit ça ici. Tout ce que je dis là, ne prenez pas ça comme des vérités. Après, allez revérifier. Et les mensonges qui sont dedans, là, venez dire ça devant tout le monde. Du côté des États-Unis, on avait John Kenson et Henry Shelton Sanford. Du côté de la France, on avait Alphonse Chaudron de Courcelles et Edouard Engelhardt. Du côté de l'Italie, on avait Eduardo de Launay. Du côté des Pays-Bas, on avait Philippe van der Hoven. Du côté du Portugal, on avait Antonio Rosé de Serra Gomes et Antonio de Serpa Pimentel. Côté des Royaumes-Unis qu'on appelle Angleterre aujourd'hui, là, on avait Edward Mallet. Les Russes aujourd'hui, là, qui sont en train de défendre le Mali selon eux, là. Parce que si je vous donne tout ça, là, c'est pour vous dire que le monde, là, c'est un grand vuvuzela. C'est pas eux tous là qui parlent des droits de l'homme aujourd'hui. Mais ils parlent de droits de l'homme en tant que qui? Quand on parle de droits de l'homme, c'est d'abord le droit des Occidentaux. C'est pas eux qui ont divisé le monde là. C'est eux qui vont venir se combattre aujourd'hui. Ne réfléchissez pas, hein. C'est la même chose qui est en train de se passer encore. C'est la même redivision de ce monde-là qui est en train de se passer en fonction de leurs intérêts économiques. Entre-temps, les Burkinabés, les Ivoiriens, on dit Wagner est venu chez nous. Il n'y a pas de problème. On dit la France nous protège chez nous ici en Côte d'Ivoire. Asseyez-vous. Le représentant russe, c'était Pierre Katnist. Le représentant Suède-Norvège, c'était Gillis Bildt. Mais vous n'allez pas oublier aussi les musulmans. L'Empire ottoman, qui a été le dernier grand empire musulman, ils avaient Mehmed Saïd Passa. Et quand on parle de l'Empire ottoman aujourd'hui, il faut voir la Turquie. Et là, pour atteindre leurs objectifs, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou même russes, ils ne changent jamais leur méthode. Ça s'adapte en fonction des réalités et ça s'adapte en fonction des besoins du moment. Mais entre-temps, vous les Africains, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours restés stupides. Vous êtes toujours restés. C'est vous qu'on vous enfonce profondément. Très bien. Quand les Maliens auront fini de dégommer les Ivoiriens, ou bien que les Ivoiriens auront fini de dégommer les Burkinabés, on verra bien qui a gagné le combat. Entre-temps, on prend des marchands d'esclaves comme les Kémy Séba, comme les Nathalie Niam, et comme des idiots pour venir vous dire que vous, Africains, vous n'êtes pas suffisamment Africains. Ce sont des Kémy Séba qui doivent venir vous dire ce que vous êtes. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Mais retenez ceci. Comme je vous l'ai dit là, quand on prend 2 500 000 kilomètres qu'on remet au roi Léopold II, tout ce qui est dedans, ça lui appartient comme des objets. C'est ce qui est devenu le Congo Kinshasa que vous connaissez là. Mais qu'est-ce que lui dit?
Qu'est-ce que lui dit? Le roi Léopold II, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le territoire qu'on m'a donné là, pour exploiter ce territoire-là, je fais comment? Alors il appelle les révérends, les chefs de l'église, et il leur dit, venez ici. C'est vous les religieux que je vais utiliser pour aller détruire l'Afrique comme il se doit. Je vous envoie là-bas. Vous allez leur donner la Bible, mais vous leur prenez leur tête. Quand je dis la tête, je vais parler du cerveau. Et vous leur prenez leur terre. Est-ce que c'est bien compris? Ils disent oui. Et là, donc, il écrit une lettre pour adresser à tous les religieux qui vont faire partie dans le Congo. Territoire vaste de 2 500 000 km². Et voici ce qu'il dit dans la lettre. La tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Il dit, le travail que je vous demande de faire là, c'est un travail qui est difficile. Et ça demande que vous soyez très intelligent. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut être très malin. Ce qui est écrit dans la Bible, il faut manipuler ça pour avoir les cœurs et les esprits. Prêtre, vous allez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Tout est dit. Il dit, vous les prêtres qu'on envoie sur ce vaste territoire-là, vous allez aller avec la Bible, mais vous allez l'interpréter en fonction des intérêts de la Belgique. C'est ça votre mission. Donc là, ce que vous dites, professez le contraire dans les faits. Ce que vous faites, montrez le contraire dans la réalité. Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ça doit sonner dans la tête de tout Africain. Il dit, vous les prêtres, quand vous serez au Congo, non seulement il faut manipuler l'évangile, mais il faut l'interpréter en fonction des intérêts de la Belgique, parce que ce n'est pas à vous de dire aux Africains qui est Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils connaissent Dieu même souvent mieux que vous. Ils parlent et se soumettent à un mundi. Quand vous partez au Congo, en fonction des différentes ethnies, on appelle Dieu Mundi, Mungu, Diakomba et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Mais est-ce que c'est que le roi des Belges dit là? Est-ce que ce n'est pas la même chose que le prophète des musulmans vous a dit dans le Coran, la sourate 16, la sourate Nahl, verset 36? Il dit ceci, Walakad ba'atna fi kullu ummatin rasulan anni a'budu allaha wa ashtanibu at taguta faminhu wa man hada allahu wa minhum man haka alayhi ad-dalatu fasiru fi al-ardi fanzuru kaifa kana akibatu al-mukadbina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, nous avons envoyé à chaque peuple du passé un messager qui leur donnait ordre d'adorer Dieu. Seul, l'unique, est de délaisser l'adoration des idoles, de délaisser l'adoration des démons et de délaisser l'adoration de d'autres créatures. Dieu facilita à certains de croire et de suivre les enseignements de son messager, tandis qu'il ne facilita pas cela à d'autres
à cause de leur mécréance et de leur désobéissance, les voies ainsi à l'égarement. Parcourez donc la terre afin que vous voyez de vos yeux ce qu'est advenu des dénégateurs après que ce soit abattu sur eux le chantement de la destruction. Nous avons envoyé à chaque peuple du passé un messager. Hé, toi Africain nègre là, pourquoi toi tu sais que Dieu existe, tu l'appelles? Est-ce que tu n'as pas le nom de Dieu dans ta langue? Mais comment se fait-il que aujourd'hui on ait pu te convaincre que toi tu n'as jamais eu de prophète? Et on dit, si tu n'es pas convaincu, faut parcourir la terre et tu vas voir avec tes yeux, avec la certitude de la réalité. Tu vas voir quelle a été la fin de ceux qui ont nié cette réalité-là. Et donc c'est la même chose que le roi des Belges dit. Il dit, ces Africains que vous allez évangéliser, ils appellent Dieu Mundi, ils l'appellent Mungu, ils l'appellent Diakomba. Ils disent, ils ont tous les noms, mais mieux, eux-mêmes encore, ils sont mieux évolués que nous. Eux, ils ne se tuent pas, eux, ils ne tuent pas à cause des biens de ce monde. Eux, ils ne volent pas en trompant. Eux ne couchent pas avec la femme d'autrui. Eux ne calomnient personne. La manipulation. Et ils ne font pas des injures. Et ils savent que cela est mauvais. Et il dit aux prêtres, ayons donc le courage de l'avouer. C'est-à-dire que même si on pense que ce sont des nègres, et qu'on pense que nous sommes mieux que eux, en matière de Dieu là, ils sont plus en avance que sur nous, quand il s'agit de la divinité. Et donc vous n'irez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Quel est le but d'aller enseigner à quelqu'un ce qu'il sait déjà? Non, toi tu es un enseignant. Moi je suis ton élève. Et puis toi-même l'enseignant là tu viens. Mais tu sais que moi là, c'est que toi tu es venu pour m'enseigner là. Moi je connais ça déjà. Donc parmi nous là, qui est l'idiot? C'est toi l'enseignant. Mais mieux, quel sera votre rôle? Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs ou aux industriels. Ça veut dire, vous, les gens de l'église, là, malgré que vous allez porter des soutanes, vous allez laisser la barbe, vous allez mentir aux gens que vous ne couchez pas avec femmes, c'est faux. Un homme, là, un vrai homme, là, ne nous mentons pas. Un vrai homme, là, si tu ne couches pas, si on ne t'a pas castré, là, et puis tu tapes poitrine que toi, non, là, faut attendre d'ici un an, on va voir. Si tu n'es pas tombé dans le caniveau pour mourir, c'est que... Là, je m'amuse. Non, ce sont des phénomènes naturels. Si tu dis que vrai, là, tu ne couches pas avec femme, là, c'est que tu frappes à Oko. Il n'y a rien à faire. Ne nous mentons pas. Hey, dans l'humanité, là, il n'y a pas quelqu'un qui est saint. Et il n'y a personne parmi nous. Allez dans votre propre Coran. Quand les gens ont dit à votre prophète, mais pourquoi Dieu n'envoie pas un ange pour que lui vienne évangéliser? Là, quand c'est comme ça, là, on va croire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Hey, il dit, votre prophète, là, il va au marché. Ce que les gens ont produit, là, tu paies comme les autres. Tu vas manger comme les autres. Quand tu finis de manger, tu fais quoi? Tu vas chier. Mais comme Dieu, souvent, il est cool, il dit non, il mange. Mais quand tu manges, là, ton organisme va digérer l'aliment. Et ce qui n'est pas bon, là, ça va ouf. Tu t'en vas, là. Comme tout être humain, là. Tu t'en vas quelque part et puis tu enlèves ton pantalon et puis tu mets ça quelque part. Waouh! Hey, il n'y a personne qui est trop grand pour ne pas être soumis à la loi. Celui qui dit, lui, il est trop fort, lui, il ne peut pas coucher avec une femme, là. C'est que tu es Dieu. Mais comme il n'y a qu'un seul Dieu, là, Dieu est obligé de mettre des choses sur toi. Pour que toi-même, là, tu sens que tu n'es rien. Quand toi-même, là, tu t'en vas te déshabiller, toi, le pasteur, tu t'en vas te déshabiller. Jones fait que tu te déshabilles devant une petite fille. Ton titre, tout ce que tu montres aux gens, eh non, c'est le Père, il est saint, il est comme ça. Mais tu te déshabilles devant une petite fille comme un ver de terre. Parce que ce qui est naturel doit s'accomplir. Et ce qui fait que nous ne sommes pas des dieux, c'est parce que la nature a des règles qu'elle nous impose. Même si tu es président de la République, si Jones t'attrape,
Si Jones t'attrape, tu vas aller cogner à ta tête. Mais ça ne résout pas le problème. Si la faim t'attrape, la seule solution, il faut manger. Même chose pour les femmes aussi. Donc là, votre rôle là, vous allez jouer les saints. Non, moi je ne couche pas les femmes. Mais les sœurs là, qui est plus professionnel en IVG que les sœurs. Les femmes qui se disent sœurs dans les églises là, interruption volontaire de grossesse, elles connaissent toutes les stratégies, depuis écraser bouteille jusqu'à aller boire les médicaments chimiques là, elles connaissent tout. Jusqu'à tout ce qu'elles, ça fait combien de semaines? C'est la seule question qu'elles te demandent. Ça fait combien de semaines? Il faut aller, tu enlèves. Vendredi, dimanche, tu viens confesser, c'est fini. Pure escroquerie morale. C'est toi qui as créé péché et puis toi tu vas pardonner péché. Mais c'est rentré dans la tête des Africains. Le prêtre qui dit non, mon fils, il faut être saint, il faut croire en Dieu. Selon eux, Jésus même ne s'est pas marié. Alors que dans le Coran, on dit tous les prophètes ont une femme et des épouses et des enfants. Si Jésus ne s'est pas marié, c'est qu'il n'était pas un prophète. Quand moi je fais ressortir ça au grand jour, on dit toi tu es un mécréant. Ce n'est pas grave, mais ça est dans votre Coran là-bas. Tous les prophètes se sont mariés. Tu ne peux pas être un célibataire et puis venir convaincre ceux qui connaissent. Femme là pour gérer, c'est pas facile d'être. Vous les célibataires là, femme là pour gérer, c'est pas facile. Maintenant, si tu as pu gérer femme là, être un père de famille, sacrifier ta vie pour élever des enfants avec une femme dans une maison, pour en faire des hommes là, c'est un défi qui est énorme. C'est pourquoi il y a des gens qui décident volontairement de ne pas faire d'enfants. Quelqu'un qui a eu peur de ces défis-là, lui peut venir conseiller ceux qui ont affronté ces défis-là. Je ne crois pas. Donc, vous allez être dans un système de marmaille. L'impression que vous donnez là, continuez à mener vos vies. Tapez les sœurs là correctement. Et puis vous faites les avortements aux frais. Continuez à demander aux gens de payer les dîmes. Et continuez surtout de leur dire que la vraie vie ne se trouve pas sur la terre comme Jésus l'a dit à Ponce Pilate. Je ne suis pas le roi de cette terre, je suis le roi d'un royaume imaginaire. Oui, la vraie vie, ce n'est pas ici. Malheur à ceux qui vivent sur la terre. Mais si toi, ton père et ta mère n'étaient pas rentrés dans la chambre, la tête n'allait pas naître. Donc, malheur à eux qui t'ont mis sur la terre. C'est ce que tu es en train de dire. Donc, ce qu'ils ont fait là, c'est mauvais. Donc, c'est toi-même qui es le déchet. Ah oui, c'est comme ça aussi la vie. Et là, donc, vous mènerez cette fausse vie, mais pour atteindre les objectifs de l'Occident. Pour ce faire, vous veillerez, entre autres, à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leur sol et leur sous-sol. Et donc, la première chose que vous allez faire, vous allez aider les colons, les administrateurs, ceux qu'on a pris pour mettre là, pour faire le travail administratif. Eux vont être là pour jouer sur les papiers, sur le corps physique, mais vous jouez sur l'esprit. Vous leur expliquez que non, la richesse de l'au-delà, tu auras 70 vierges au paradis. Toi, tu es mort ici avec prostate. Mais de l'autre côté, tu auras 70 femmes. Mais si c'est vrai que tu vas renaître dans la même condition, mais avec ta prostate là, j'ai dit que l'émission de Dieu, ça allait choquer un peu. Hein? Tu vas faire comment pour gérer les 70 vierges là? Toi, petit maudit qui explique la religion mal aux gens là. Petit maudit imam là. Faut venir m'expliquer. Si moi là je meurs, et puis maintenant j'avais prostate, ou mais j'avais impuissance sexuelle. Mais Dieu n'a rien contre moi, tout est bon. Toi sauvage qui dit aux gens que c'est l'arabe on va parler, ou bien qui dit non, de la manière c'est comme ça tu vas te réveiller. Faut venir expliquer maintenant là. Donc Dieu va soigner mon impuissance là pour que j'ai mes 70 vierges ou mais faire comment? Si moi j'étais une femme ici qui n'avait pas de mari, j'aurais aussi 70 maris, parce que Dieu doit être juste. Ah madame, tu vas souffrir.
tu vas souffrir. 70 candidats bien jeunes contre toi seul. Vous voyez comment c'est bête d'expliquer la religion comme ça, vulgairement aux gens. Parce que s'il y a 70 vierges, il doit y avoir aussi 70 bons petits garçons qui sont là aussi. Et puis il ne doit pas avoir un âge qui dépasse 21 ans. Peut-être 25 ans. Hein. On va les appeler les 70 étalons. Et c'est là que moi j'ai dit que vous les religieux là, vous ne connaissez pas votre religion. Parce que quand on réfléchit là, il y a aussi la réflexion par l'absurde. Tu peux me dire une vérité, mais je peux inverser cette réalité pour voir si c'est une vérité absolue. C'est vrai qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais quand on inverse une vérité, ça peut nous permettre de voir les défaillances de la vérité elle-même. En général, on appelle ça la réflexion par l'absurde. Donc, s'il y a 70 vierges, il n'y a pas de problème, c'est ce qui est écrit. Donc, moi, je n'étais pas marié, mais j'ai été une sainte sur la terre. J'attends aussi mes 70 bons petits. On m'appelle Madame Fourtou. Éclaireur, tu finiras en enfer au sous-sol. Est-ce que tu étais obligé de dire Madame Fourtou? Pas du tout, c'était pas nécessaire. Mais c'était juste pour... C'était pour juste faire rire. On a tellement cogité. Je sais que je vous fatigue. Mais c'est pour un peu détendre l'atmosphère, mais je suis en même temps très sérieux. L'explication bête des religions là, on en a fini avec. Si vous n'avez pas le courage de réfléchir là, nous on est prêts à affronter Dieu pour lui dire, c'est pas toi-même qui as demandé aux gens pourquoi ils n'ont pas réfléchi. Donc nous là, où notre réflexion nous a mis là, est-ce que tu peux nous condamner pour ça? Mais en tout cas, nous on a réfléchi comme tu as demandé. Et donc là, même devant Dieu là, nous on est mieux que vous. Il dit donc quand vous allez partir en Afrique là, il faut expliquer, en ce moment ils appelaient les Noirs les sauvages, que les richesses de leur sous-sol et de leur sol là, ce n'est pas important. Ça c'est le royaume du démon. Ils n'ont qu'à s'intéresser au royaume céleste. Et quand ils vont s'intéresser, pour éviter qu'ils ne s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déloger. Quand on va les amadouer pour leur vendre le royaume des cieux, nous on va bien prendre le royaume de la terre pour nous développer. Et chaque fois on va venir leur dire, ne faites pas d'élection, laissez quelqu'un. S'il a fait 5 ans, il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter. On n'a qu'à faire changement. Là, même s'il est bon, là, en 5 ans, il ne pourra rien faire. Il va repartir comme ça. Et ça va créer des guerres civiles chez eux. Mais Africains ne réfléchissent pas. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté, tels que « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. » Hein? Et donc dans la Bible, dites-leur simplement, est-ce que tu n'as pas vu cette partie qui dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux vous appartient. » Ah oui, donc être pauvre, c'est un signe de détermination. Et on va même trouver les mots pour dire, ils sont dans la dévotion. Waouh! Que c'est beau! Mais surtout quand tu es riche, c'est pas bon. Parce que de la même manière qu'un chameau, avec un chargement rempli sur son dos, ne peut pas passer par le trou d'une aiguille, un riche ne pourra pas aussi rentrer au paradis. Il lui sera difficile d'accéder au paradis qui se trouve dans les cieux. Il n'aura pas ses 70 vierges. Il n'aura pas ses 70 000 hectares à lui seul. Il ne pourra plus boire son alcool. Hein? Dieu qui lui dit ici, sur la terre, l'alcool n'est pas bien. De l'autre côté, dans les cieux, l'alcool est bien. Un Dieu qui se contredit. Est-ce que Dieu s'est contredit ou bien est-ce que c'est l'incapacité du musulman à expliquer qui est le problème? Oui, quelqu'un qui n'a pas évolué dans la spiritualité ne peut pas comprendre de quoi il est question. Or, moi que vous taxez de mécréants, je peux vous expliquer ça simplement par A plus B. Vous ferez tout pour que les nègres,
aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Donc, dans leur cœur, là, vous allez leur dire, hi, si tu deviens riche, là, c'est pas bon. Et la richesse, là, il faut casser des œufs. Quand tu casses les œufs, là, la poule va te regarder. Yeah, mon effort, tu es en train de casser mon effort. Et ça, c'est pas bien. Donc, là, promettez-leur le ciel. De toute façon, personne n'est mort pour en revenir. Vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurera le courage de nous affronter. Donc surtout, faites-les détester des gens comme éclaireur pro-vérité qui vient et qui inverse les valeurs. Oui, parce que nous sommes des destructeurs. Parce qu'au fond, nous voulons créer un homme nouveau. Et je ne suis pas seul. Il y a beaucoup qui viendront après moi. Ils s'assumeront plus que moi. Et on va détruire vos faux dieux. On va casser votre fausse croyance. Et on va tuer votre Dieu, le Dieu du mensonge, pour installer le Dieu de la raison. Dieu n'est pas que raison, mais Dieu a besoin de la raison. Et on va mieux expliquer le vrai Dieu, qui ira en harmonie avec les cœurs et les esprits. Et on dira à chacun, après que tu aies suivi la voie que tu voulais, prends ton chemin et va affronter ton Seigneur. Parce que toi et moi, nous n'allons pas mourir le même jour. Et nous n'avons pas les mêmes défis. Parce que nous n'avons pas les mêmes démons en nous-mêmes. Parce que le prophète disait que lui, il a pu soumettre son démon à accepter l'islam. Mais moi, mon démon, je suis en plein combat avec lui. Et donc, le meilleur parmi vous sera celui qui combat son propre démon intérieur plutôt que de juger les autres. Celui qui suivra la voie juste, c'est celle-là qui conduira à Dieu. Mais il y a 1000 chemins pour aboutir à la demeure de mon Père. Voyez-vous ce que je fais là? Je fais un syncrétisme des textes religieux. Je suis chrétien, je m'en fous des musulmans, je suis musulman. Hey, la vraie foi là, c'est Dieu seul qui sait où l'amène chacun. Qu'ils ne prétendent point ne pas les abandonner. Et vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils ne se révoltent pas. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, ne vous occupez pas des vieux. Hey, quelqu'un qui a déjà 50 ans, 100 ans, 200 ans, lui, il n'en peut pas le transformer. Mais intéressez-vous aux enfants qui ont 7 ans. Faites-en des amis. Et surtout, arrangez-vous. Après la messe, mettez-leur du beurre de quartier par le derrière et puis ouvrez-leur un troisième trou. J'ai dit que je vais dire les choses de façon claire. Là, comme ça sera la meilleure manière de les contrôler et d'en faire des petits mignons. Et comme ça, les dimanches, vous leur faites porter des gros boubous qu'on appelle des soutanes. Et ils paraissent beaux, mais le derrière est coulant. Mais on est dans la fausse apparence. Et comme ça, ils seront soumis. Parce que vous leur avez arraché leur énergie vitale. Ils ne savent plus s'ils sont des hommes ou des femmes. Surtout les enfants. Maintenant, ceux qui vont échapper à votre contrôle, physiquement, essayez de les traquer par le contrôle mental. Dites-leur, si on vous gifle sur la joue gauche, tendez la joue droite. Soyez obéissants. Obéir à ce que les missionnaires vous recommanderont. Parce que c'est le missionnaire qui sera le père de vos âmes. Insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Donc dans vos écoles là, on va vous enseigner les boileaux. Celui qui retient les cours en les apprenant bêtement, lui il est fort, il récite seulement. Ah vraiment il est fort. Surtout, ne laissez pas le temps à ces élèves-là de réfléchir. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Apprenez-leur des vieux modèles. Apprenez les modèles de connaissances dépassés qui ne peuvent plus servir dans ce monde, comme les intellectuels africains que vous voyez, qui sont dans des vieux livres. Ce sont là, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette séance. Évangélisez les nègres à la mode africaine, qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs, qu'ils soient russes, français, anglais ou américains.
qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que ceux-ci leur feront subir. Même si Wagner tue les Maliens, viole les Maliennes, ne vous plaignez pas, c'est eux qui vont vous sauver. Faites-leur méditer chaque jour. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Convertissez toujours des noirs au moyen de la chicote. Mais n'oubliez pas, chicotez là aussi. Nous-mêmes, c'est ce qu'on faisait avant. Parce que nous-mêmes, dans notre côté là, quand il n'y a pas de piment, là, nous, ça ne nous plaît pas. Gardez leurs femmes à la soumission pendant 9 mois afin qu'elles travaillent gratuitement pour vous. Ça là, qui a compris ce que ça veut dire? Gardez leurs femmes à la soumission pendant 9 mois. Une femme prend grossesse pendant combien de mois? Et pendant ça, faites-les travailler. Donc, qui va les enceinter pour les mettre en soumission? Ce sont les pasteurs. C'est pourquoi il y a des métis là. Eux ne veulent pas qu'on dise leur origine. Exigez ensuite qu'ils vous offrent en signe de reconnaissance des chèvres, des poules, des œufs, chaque fois que vous visitez leur village. C'est comme ça que la maman de Laurent Gbagbo, ses parents n'ont pas pu payer chèvres, poules, œufs. Et puis, le soldat Malinké l'a pris comme garant pour aller avec l'Abidjan. Faites tout pour éviter à jamais que les Noirs ne deviennent riches. Chantez chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe du dimanche. C'est ce qu'on appelle la dîme. Utilisez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres et transférez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Il dit quand vous allez prendre l'argent des dîmes là, vous construisez des centres commerciaux, mais surtout aussi on va construire aussi des maisons de putes. C'est un commerce qui marche, même si on fait semblant, ça marche, hein, ça marche. Et quand je dis des putes, il y en a plus qu'on parle plus de sexe aujourd'hui. Je connais un ami, c'est un garçon, mais lui-même il ne sait pas qu'il a un sexe. Et comme il est en pleine séance de réflexion, donc il utilise son derrière. Ça passe, ça passe. Ça marche bien pour lui actuellement. Le temps qu'il sache si les garçons ou pas, il utilise vraiment l'autre côté. Mais c'est bon. Et donc, c'est pas forcément des femmes que nous parlons. Et donc, il y en a de tous les goûts. Il y en a de tous les goûts. Bébé de 2 jours, il y en a. Mais aussi, il y a des vieilles femmes aussi de 99 ans. Il y en a aussi. Parce que la perversité ayant pris le dessus dans ce monde, il faut prévoir tous les risques. Voilà, donc, il y en a de tous les goûts. Et donc, on va prendre leur dîme, on va construire des centres commerciaux, on va construire des grands hôtels. Mais les grands hôtels, là, vous pensez les gens vont simplement pour dormir dedans. Il faut qu'on quitte dans l'hypocrisie. Hôtel, là, c'est joli, joli comme ça, là. Mais il faut qu'il y ait un petit garçon de chambre dedans. Toi aussi. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Quand on fait les grandes conférences, là, si, par exemple, là, dans ton pays, là, la femme, elle est première ministre, et puis elle est venue, là, elle aura au moins un petit garçon de chambre. Tout le monde fait comment le monde fonctionne, mais chacun fait semblant. C'est moi, je suis le maudit de la famille. Je sors pour dire les choses comme c'est. Mais moi, ça ne me gêne pas. Mais tout le monde sait que c'est comme ça. Les femmes bossent là. Est-ce qu'elles n'ont pas leur petit garçon de chambre? De la même manière que les garçons, eux, ils ont leur petit qu'ils collent là. C'est comme ça. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais tout le monde fait semblant de ne pas savoir. Mais c'est avec l'argent de vos dîmes qu'on a construit ça. Et c'est pourquoi quand moi j'ai vite fait mon chemin dans la religion, je dis je ne donne pas mon argent à quelqu'un. Dieu là c'est la veuve que je connais au quartier là-bas. Dieu là c'est l'enfant orphelin. Dieu là c'est le voyageur qui est dans l'indisponibilité de maintenir sa vie. Dieu là c'est le malade qui n'a pas pu payer son ordonnance. Je m'en vais, je paye. Et lui-même, là, tellement il est étonné quand le docteur vient lui dire que tes soins étaient payés, là, il guérit en même temps. Pour moi, c'est ça qui est Dieu. Et donc là, malheur à moi si je donne mon argent à une institution religieuse. Parce que Dieu n'est pas loin de moi. Comme le Satan aussi, il est en moi-même. Et j'ai mon Satan en moi-même. Comme le Satan qui était dans le prophète des musulmans. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détectives pour démentir auprès des autorités investies du pouvoir de décision. Tout noir
qu'il y a une prise de conscience. Et donc les dimanches, en ce qui concerne ceux qui sont chrétiens, on va faire les confessions. Et la confession, c'est la chose la plus simple, mon fils. Et là, je me mets dans la peau du prêtre. Et mon fils, ce n'est pas difficile. J'ai couché avec ma cousine la semaine dernière. Mais ce que ma cousine ne sait pas, c'est que j'ai aussi couché avec ma tante. Mais c'est fini pour toi, éclaireur. Oh non, 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 non. Mon fils, tout le monde peut faire des erreurs. Tu peux encore te corriger. Et là, il ne faut jamais le dire à quelqu'un. C'est tout et Dieu te pardonnera. Continue la même chose. Et tu auras les plus beaux spécimens d'enfants. Quand tu auras enceinté ta cousine et la mère de celle-ci. Mais, monsieur le pasteur, ce n'était pas tout, hein? J'ai voulu aussi faire un coup de tas contre le président Ouattara. Et pendant la CAN. Ah oui. Est-ce que ça aussi c'est grave? Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tant que ça peut l'inquiéter et que ça peut permettre à la France d'avoir quelque part de marché, ne t'inquiète pas mon fils. Ça pourra aller parce que nous-mêmes on se combat aussi. Et donc on vous distrait en mettant les Russes un peu à côté pour vous inquiéter parce que vous devenez un peu trop riche. Or, on vous en dit que vous, les nègres, vous ne devez pas aimer la richesse. Mais comment se fait-il que M. Ouattara aime la richesse? Il devient un nègre récalcitrant. Et donc, dans ce cas, on te pardonne ton coup de tas. Mais M. le Président aussi, j'ai tué aussi un opposant la semaine dernière. Hein. Voilà. Ça, il faut que je te dise. Hein. Non, c'était 2 en fait. Sur la route d'Aboville. Tu parles trop. Mais c'était 2 bons nègres. Ça passe vite. Est-ce que quelqu'un en est conscient? Non, pas du tout. Je l'ai fait vite. Et ils ont aimé, monsieur le pasteur. Ils ont aimé. Ils ont aimé parce que ça a été vite fait et bien fait. Ah, mais là, c'est fini. Tu ne dis à personne. Et tu es pardonné au nom du Saint-Esprit. Va-t'en. Mais monsieur le pasteur, il y avait encore quelque chose que j'oubliais. J'ai constaté que je deviens de plus en plus intelligent. Et je comprends votre rôle ici. C'est qu'en réalité, j'ai fini par comprendre par intuition que la confession, c'est une manière de contrôler nos pensées, de savoir ce que nous pensons et de nous contrôler. Mais j'ai fini par comprendre que vous êtes un service de renseignement. Ah bon? Ah oui, ok. Mais là, ce n'est plus une confession, c'est de la révolte, c'est de la rébellion. Ok, donc vous pouvez rentrer chez vous. Et quand je rentrais chez moi, ah, le vieux nègre à la médaille. Qui se souvient encore de ce livre? Quand Emeka rentrait chez lui après avoir reçu sa médaille, en pleine nuit, catastrophe. On lui défonce la gueule. Ah oui. Éclaireur, tu pouvais tout te permettre, mais il ne fallait pas que tu sois intelligent de comprendre notre vraie mission. Ainsi donc, comme le vieil Emeka, après la reprise de sa médaille, il s'est retrouvé dans une condition que nul n'aimerait. Mesdames et messieurs, nous avons été longs, mais c'était pour conscientiser. Ceux qui veulent continuer à lire ça, vous pouvez lire ça dans le journal camerounais qu'on appelle l'Afrique Nature, Afrique ici avec C-Nature, le numéro 5, qui est sorti au mois d'octobre 1994, ou bien vous partez dans le journal Le Réformateur chrétien, numéro 4, à la page 11, vous aurez les mêmes choses que vous pourrez lire.